Salut à tous, c'est Yvan, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Après la matinale Mercato, place donc au deuxième concept qui va nous suivre tout l'été pour évoquer l'actualité footballistique et notamment le Mercato avec le concept du tu signes ou tu signes pas. C'est simple, on va évoquer les rumeurs qui sont sorties aujourd'hui, se positionner à la place du joueur, du club acheteur et du club vendeur et savoir si oui ou non c'est une bonne négociation pour tout le monde. On va donc partir avec le premier joueur. Il s'agit de Yehvan Diouf qui devrait signer à Nice. C'est une information de l'équipe confirmée par RMC Sport. On parle d'un transfert d'environ 7 millions d'euros pour le gardien et capitaine du Stade de Reims relégué en Ligue 2. Forcément un prix un petit peu moins important que pour les dernières saisons, simplement parce que Reims est relégué, que Diouf arrive à un an de la fin de son contrat. Alors, contrat ou pas contrat, est-ce que je signe ou est-ce que je signe pas? Si je suis le joueur, bien évidemment que je signe. On avait parlé d'intérêt du Torino, d'autres clubs italiens. Le RC Lens aussi était intéressé. Mais finalement, le meilleur projet, c'est sans doute celui de l'OGC Nice, qui a un projet très intéressant avec Francaise et qui va surtout disputer les compétitions européennes cette saison. Nice est à la recherche en plus de ça d'un gardien de but avec le départ de Marcin Bulka. On parle notamment d'intérêt de Neom en Arabie Saoudite. Donc voilà, Yehvan Diouf, c'est une progression logique. Il reste en Ligue 1 dans un championnat qu'il connaît. On sait qu'il a des ambitions avec la sélection nationale du Sénégal également. Donc voilà, un club où il va pouvoir avoir du temps de jeu d'assurer et pourquoi pas un rôle de leader dans un effectif quand même qui reste jeune. Francaise, on le sait, se trompe rarement dans son recrutement. C'est un coach qui arrive à faire des choses formidables avec des budgets assez serrés. 7 millions d'euros, je trouve que c'est donc une très belle somme pour le GC Nice qui va pouvoir également investir dans d'autres postes parce qu'on le sait, Nice doit se renforcer notamment au milieu de terrain ou même en attaque. C'est ce qui avait manqué l'an dernier pour faire une bonne campagne européenne. Et puis enfin Reims, 7 millions d'euros, c'est pas forcément le somme espéré peut-être il y a encore quelques mois, quelques années. Mais pour autant ça reste une somme importante. D'ailleurs l'équipe nous informe que Noah Sangui et donc Amadou Koné, on en parlait ce matin d'un transfert à 12 millions d'euros. Finalement on serait plus sur le 15 millions bonus inclus. Et concernant Sangui qui part au Paris FC, on est plus sur du 12 millions. Donc ce serait déjà quand même un beau pactole touché par le Stade de Reims qui, je le rappelle, pourrait quand même évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. C'est Lyon et rétrogradé en Ligue 2. Un autre joueur qui pourrait bouger en Ligue 1 ou en Ligue 2, c'est le Lyonnais Nicolas Tagliafico, le défenseur latéral gauche argentin qui arrive libre de tout contrat. Il l'est depuis ce matin. Et normalement, il ne va pas prolonger son bail avec les Lyonnais. L'ancien joueur de l'Ajax sera en partance vers Séville, le club espagnol qui est en difficulté sportive depuis 2 saisons. Et le licenciement du coach Mendilibar qui leur avait quand même permis de remporter une Coupe d'Europe il y a quelques années. Voilà, Séville a besoin de renouveler un petit peu leur effectif en prenant des joueurs aussi d'expérience. C'est pour ça que la piste Nicolas Tagliafico est évoquée. Moi personnellement, je ne suis pas trop emballé pour le joueur, simplement parce qu'il est encore international argentin. Il a déjà connu la Ligue des Champions avec l'Ajax, les compétitions européennes avec Lyon. Il a montré encore cette saison qu'il avait le niveau pour continuer à disputer les compétitions européennes, ce que ne fera pas le FC Séville, qui vraiment a été très décevant la saison dernière. Un projet sportif qui a du mal à être mené. Il y a une arrivée qui vient d'être officialisée, on en parlera lors de la matinale Mercato demain. Mais très sincèrement, moi je suis pas emballé. Alors forcément pour Séville ce serait une bonne recrue. On parle quand même d'un joueur international argentin qui, comme je l'ai dit, a disputé pas mal de matchs dans des compétitions européennes, la Coupe du Monde, il est champion du monde 2022, mais lui aussi, je pense, qu'il vise une place de titulaire pour la Coupe du Monde 2026 avec l'Argentine. Certes, il aura du temps de jeu du côté du FC Séville, puisqu'il n'y a que Pedroza à ce poste dans l'effectif sévillan, mais moi, sincèrement, je pense qu'il peut espérer autre chose, un club, comme je le dis, plus épais que Séville, même si c'est un club historique du championnat. Alors après, peut-être que lui a envie de retrouver un pays hispanique, pour notamment sa famille, à voir. En tout cas, moi, si je suis le joueur, je n'y vais pas. Du moins, j'essaie de trouver un projet un peu plus ambitieux
pourquoi pas en Espagne. Du côté du FCCI, forcément, je me jette dessus parce que c'est une opportunité de marché clairement à récupérer. Et donc, si je suis l'Olympique Lyonnais, j'ai pas forcément de mot à dire puisque le joueur part librement. On passe au troisième joueur du jour, un joueur encore de Ligue 1 qui pourrait bouger également à l'étranger. C'est Bafodé Diakité, le défenseur central qui peut également jouer latéral droit, qui serait courtisé par Bournemouth d'après l'équipe. On sait que Bournemouth s'est également intéressé à Jedi Canvo d'après les informations des violets.com. Bournemouth qui a besoin absolument de recruter au poste de défenseur central. Il y a eu le départ de Dean Huijsen du côté du Real Madrid au poste d'axe gauche. Là, on parle d'un départ de Zabarny au poste d'axe droit. Toujours d'après l'équipe, le PSG est toujours en contact avec l'Ukrainien. Donc Bournemouth a absolument besoin de se renforcer en défense. Et la piste Bafodé Diakité aurait été entamée. Sincèrement, si je suis le club, forcément, ce serait un très bon coup d'aller chercher Bafodé Diakité. C'est un joueur qui a explosé pour moi du côté du LOSC. C'est un joueur qui pour moi est à ça clairement de jouer en équipe de France. Donc c'est clairement un gros coup pour Bournemouth s'ils parviennent à recruter l'ancien joueur du TFC. Si je suis Lille, ça reste quand même un joueur qui est important, un leader de vestiaire. On sait que Benjamin André est également annoncé sur le départ fut un temps. Alors il y aura des recrues importantes à venir, notamment celle d'Olivier Giroud qui devrait être bientôt officialisée. On devrait pouvoir en parler dans la matinale mercato demain matin. Mais très sincèrement, Lille a besoin quand même de cadre puisqu'il va encore jouer les compétitions européennes la saison prochaine. C'est un joueur qui est sous contrat au club jusqu'en 2028 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il n'y a pas forcément une nécessité de le vendre dès maintenant. L'année prochaine, ça sera largement suffisant, d'autant plus que s'il explose encore une fois, et au vu des blessures et des prestations un petit peu compliquées en défense en équipe de France dernièrement, peut-être de Diakité pourrait essayer de récupérer une place dans le groupe de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026 si la France se qualifie. Et donc sa valeur pourrait encore plus augmenter, parce que là, à mon avis, au vu du marché, on parlerait plutôt d'un transfert environ entre 30 et 40 millions d'euros. Le joueur est valorisé, je crois, à 28. Sincèrement, Lille peut espérer en récupérer 50 ou 60 millions, d'autant plus qu'on sait que Bournemouth a énormément d'argent. De base, les clubs anglais ont beaucoup d'argent, mais alors avec les ventes d'Huijsen et potentiellement de Zabarny, ce serait clairement le cas. Et puis enfin, d'un coup, pour Bafodé Diakité, pareil, je pense qu'il vaut mieux qu'il continue à jouer les compétitions européennes, notamment à Lille. Après, on sait que Didier Deschamps, il regarde souvent les clubs dans lesquels jouent les joueurs pour faire ses listes. Il n'aime pas prendre forcément des joueurs qui jouent dans des clubs un petit peu mineurs. Donc voilà, peut-être que Diakité peut espérer mieux que Bournemouth, un club encore une fois qui joue des compétitions européennes, notamment la Ligue des Champions, ça serait top. J'ai pas forcément de club à lui proposer, mais moi en tout cas pour moi c'est pas une bonne idée de signer du côté de Bournemouth. On reste en première ligne avec un autre défenseur central qui lui devrait signer du côté du champion d'Angleterre. C'est en très bonne voie, c'est Marc Guéhi, le défenseur international anglais formé à Chelsea qui joue depuis plusieurs saisons du côté de Crystal Palace. Clairement, c'est un des meilleurs défenseurs centraux de première ligne. C'est le capitaine, le leader de cette équipe de Crystal Palace. C'est une équipe qui était vraiment à suivre la saison dernière. Elle a mal débuté, mais parfaitement terminé en décrochant notamment une victoire en FA Cup contre Manchester City et qui va goûter aux compétitions européennes la saison prochaine. Alors si je suis le joueur, forcément l'opportunité Liverpool, ça ne se refuse pas, c'est le champion d'Angleterre. Guéhi, c'est un joueur qui pour moi a besoin de passer un cap. Il arrive vraiment de la fin de son contrat, donc clairement Crystal Palace ne va pas pouvoir lui proposer une prolongation hormis un salaire démentiel. Donc pour moi, Guéhi, il faut qu'il fonce du côté de Liverpool. Alors certes, Virgil van Dijk est un titulaire indiscutable. Certes, Ibrahim Konaté reste un défenseur important, international français. Mais je pense qu'il peut clairement concurrencer l'ancien joueur du RB Leipzig. D'autant plus que Guéhi, c'est un joueur qui peut également jouer dans une défense à 3. Il a l'habitude de le faire avec Crystal Palace et par le passé avec la sélection anglaise sous Gareth Southgate. Donc pourquoi pas une défense à 3 sous Arne Slot. Mais voilà, il y a le départ de Konsa, notamment à Leverkusen. Donc il y a une place qui se libère en défenseur central pour Liverpool. Donc si je suis clairement Marc Guéhi, je fonce. Si je suis Crystal Palace, ça va dépendre du montant. Mais j'essaie de faire monter les enchères au maximum. Mais très sincèrement, on ne peut pas vraiment refuser
une offre de Liverpool pour son capitaine à 1 an de la fin de son contrat. Et puis du coup, si je suis Liverpool, forcément c'est également un oui, parce que Liverpool a besoin de se renforcer en défense. On sait qu'Ibrahima Konaté est parfois blessé, pas sûr que Virgil van Dijk va réussir à refaire une saison comme il vient de la faire. On sait que parfois il y a eu un petit peu de difficultés. Il va y avoir encore beaucoup de matchs. Si Liverpool veut jouer sur tous les tableaux, il va y avoir besoin de recrutement en défenseur central. Pour ça que Maguire est une excellente opportunité à un tarif pas trop élevé. On passe maintenant du côté de l'Italie où on va évoquer un autre international, cette fois-ci italien, c'est Samuele Ricci qui devrait quitter le Torino pour l'AC Milan. On parle d'un transfert autour de 25 millions d'euros. Alors je signe ou je signe pas. Si je suis l'AC Milan, clairement je signe. Milan a un besoin absolu au poste de milieu de terrain. Certes, il y a le recrutement de Fofana l'été dernier qui a été plutôt intéressant, mais Loftus-Cheek avait beaucoup de mal à enchaîner. Il y a le départ d'Ismaël Benasser en prêt à Marseille, dont l'option d'achat pourrait être levée. Et surtout, il y a le départ de Tijani Reinders du côté de Manchester City. Donc Milan a des liquidités et a absolument besoin de se renforcer. Donc 25 millions pour un joueur comme Samuel Ricci, qui est un milieu de terrain de 23 ans, d'1m85, un profil physique mais aussi technique, un des joueurs d'avenir de la Squadra Azzurra. Moi je trouve que c'est vraiment un prix pas très élevé. En janvier dernier, il a prolongé jusqu'en 2028. Il est valorisé quand même à 30 millions d'euros. Donc 25 millions, c'est plutôt un prix bien négocié. Et d'autant plus que c'est le capitaine de cette équipe du Torino. Donc si je suis le dirigeant milanais, je fonce absolument. Si je suis le joueur, j'y vais également. Voilà, du côté du Torino, pour moi, il a un petit peu tout vu. C'est un joueur qui, malheureusement, n'a pas eu la chance de disputer de compétitions européennes. Il ne le fera pas non plus avec l'AC Milan la saison prochaine, mais potentiellement il peut viser un top 4 dans un effectif qui sera quand même renouvelé. On parle également de l'arrivée de Yashari ou même d'autres joueurs sur le plan offensif. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne possibilité pour lui de passer un step, de progresser en vue pourquoi pas de la Coupe du Monde de 2026 et donc de gagner une place de titulaire dans la sélection nationale. Et par contre, si je suis le Torino, bah forcément c'est compliqué, c'est un joueur qu'on vient de prolonger, c'est le capitaine de l'équipe. Maintenant, le Torino doit aussi s'avouer entre guillemets vaincu dans le sens où bah, pas de compétition européenne, des résultats un petit peu décevants au vu de l'effectif, clairement. Donc voilà, c'est un départ qui sera regretté sans doute pour les supporters du Toro. Maintenant, c'est pas non plus un départ chez les rivales de la Juve. Donc voilà, ça reste quand même 25 millions dans les caisses, de quoi de nouveau renforcer l'équipe en misant pourquoi pas sur des jeunes prometteurs. On signe ou pas Çalhanoğlu du côté de Galatasaray. On a parlé de l'AC Milan, désormais on va parler donc de l'Inter et d'un autre milieu de terrain. Le Turc est en contact, en discussion avec Galatasaray d'après certains journalistes italiens. Si je suis le joueur, clairement, bah, ça fait réfléchir parce que c'est un joueur qui, je ne vais pas dire un peu tout vu du côté de l'Inter, mais qui est arrivé à un très très bon niveau après avoir été plutôt décevant à l'AC Milan. Il a disputé quand même 2 finales de Ligue des Champions étant un joueur hyper important. Et c'est vrai qu'un retour en Turquie, ça pourrait être intéressant pour lui, lui qui est le capitaine de la sélection nationale. Si je suis l'Inter, clairement ce serait une très grosse perte, sachant que voilà, l'Inter est un petit peu sur un nouveau cycle. Le départ d'Inzaghi, c'est que Chivu a déjà quelques idées pour entre guillemets renouveler cette équipe de l'Inter, notamment l'arrivée de Boni en pointe, il y a eu l'arrivée déjà de Luis Enrique, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas tellement, Luis Enrique, puisque l'Inter a été battu par Fluminense lors de la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, il y a un besoin quand même au milieu de terrain pour l'Inter. Perdre Çalhanoğlu après une saison où il y a eu 3 échecs en Ligue des Champions, en championnat et en Coupe d'Italie, ça serait un très très mauvais coup. Donc si je suis l'Inter, clairement, je ne le laisse pas partir. Si je suis Çalhanoğlu, comme je l'ai dit, bah, je réfléchis. Pour moi, c'est un peu entre les deux. Ça va dépendre de ce que lui attend. Et puis surtout du salaire proposé par Galatasaray. On sait que Galatasaray, c'est un club qui met beaucoup d'argent, qui a réussi à attirer de top joueurs, notamment Victor Osimhen, qui a été champion de Turquie, qui a envie de créer quelque chose de très grand, un peu à l'image de certains clubs en Arabie Saoudite, même si forcément économiquement parlant, c'est pas comparable. Mais voilà, si je suis Galatasaray, très clairement, je fonce sur Hakan Çalhanoğlu. C'est vraiment l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe. Il n'a que 31 ans.
Et ce serait une superbe opportunité pour renforcer l'équipe et l'entrejeu qui est déjà bien garni avec quand même Gabriel Sara ou encore Lucas Torreira. Donc si je récapitule, si je suis Inter c'est non, si je suis Galatasaray c'est oui, et si je suis Çalhanoğlu, bah, ça va dépendre de plusieurs éléments, mais j'ai plus envie de dire oui par rapport aux échecs récents de l'Inter. Et enfin, le dernier joueur de la vidéo, on va parler d'une piste d'un joueur de Ligue 2 d'un club qui me tient à cœur, c'est l'en avant Guingamp qui s'apprête à perdre Hugo Picard, la pépite guingampaise qui sort d'une belle saison, qui s'est clairement révélée depuis 2 exercices en Ligue 2, serait en partance pour la MLS et le club de Columbus. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un joueur qui est vraiment très très prometteur de Ligue 2, mais qui a peut-être des difficultés pour passer un cap, notamment vers la Ligue 1. Il arrive à 1 an de la fin de son contrat, un transfert d'environ 2 millions d'euros avec quelques bonus. Pour le joueur, clairement, c'est l'opportunité de découvrir un nouveau continent, un nouveau championnat, une nouvelle façon de voir un petit peu le foot. Alors certes, c'est un joueur qui on aurait espéré peut-être voir plus haut en Europe, du côté de la Liga notamment, même si voilà, certains supporters espéraient le voir en Ligue 1, même si pour moi il y a un écart trop important entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais pour lui en tout cas, c'est l'opportunité, comme je l'ai dit, de découvrir un nouveau championnat avec un coach qui serait Wilfried Nancy, qui a été élu meilleur entraîneur de MLS en 2023, qui a fait de très belles choses aux États-Unis, qui était un temps courtisé par le Stade Rennais. Donc voilà, il a déjà visité en plus des installations. Donc si je suis Hugo Picard, clairement je fonce vers la MLS juste pour l'aventure. Il est encore très jeune, il peut faire simplement 2 saisons, essayer de faire augmenter un petit peu sa cote à l'étranger. Pourquoi pas derrière revenir en Europe et tout exploser. Pour Columbus, franchement c'est un très bon coup. On parle vraiment d'un joueur avec un profil qui ressemble un petit peu à celui de Lionel Messi. Forcément, c'est pas du tout le même niveau, c'est incomparable, mais c'est un joueur très petit, très rapide, très technique, qui est aussi parfois recule plus bas dans l'entrejeu pour aider défensivement. C'est un joueur par contre qui manque encore un petit peu de stats, et c'est pas le meilleur finisseur, mais c'est un très bon passeur avec une très bonne vision de jeu, donc ce serait vraiment un plus pour le développement de Columbus. Donc si je suis Columbus, c'est un oui. Si je suis Picard, c'est un oui. Et puis si je suis l'en avant Guingamp, bah, j'ai envie de dire que c'est un oui aussi. Alors forcément, c'est une perte importante, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment un concurrent au club qui est à son niveau. C'est Amadou Sagna qui peut être un joueur plus expérimenté du championnat, mais qui est peut-être un peu plus rapide, mais qui a moins de potentiel à mes yeux, même si c'est un joueur vraiment très intéressant pour la Ligue 2. Donc voilà, Guingamp va avoir une grosse perte si Hugo Picard s'en va. Mais on parle quand même de 2 millions d'euros pour un joueur qui arrive à 1 an de la fin de son contrat et qui clairement aurait eu du mal à continuer l'aventure à Guingamp. Une prolongation aurait peut-être pu être possible, mais je pense de maximum 1 an. D'autant plus que on ne sait jamais. Hugo Picard, c'est un joueur, comme je le dis, qui a un gabarit très petit, qui enchaîne les matchs. Il aurait clairement pu se blesser et voir sa cote descendre. 2 millions d'euros en connaissant la difficulté du marché français, des économies françaises, sincèrement, par rapport aux droits télé, sincèrement, c'est vraiment une bonne vente pour moi. 2 millions d'euros à 1 an de la fin de son contrat. Donc je dis oui pour les 3 parties. Voilà, c'est la fin du premier épisode du Tu signes ou tu signes pas. Donnez-moi votre avis en commentaire pour chaque cas et n'hésitez pas à me donner des rumeurs que vous aimeriez que j'évoque dans le prochain Tu signes ou tu signes pas. Je rappelle, ce sera un rendez-vous quotidien tous les après-midi durant l'été. J'espère que ce programme vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter comme je l'ai dit et à vous abonner pour ne rien manquer. Et moi d'ici là, je vous dis à plus pour d'autres vidéos sur les réseaux sociaux.